Bonjour à tous, bonjour Julie et bienvenue pour ce deuxième jour d'Art et Caméra sur la Croisette. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Alors on aurait aimé sortir l'épisode plus tôt, mais avec tous les films que nous avons vus, toi et moi, ça a été impossible à caler. Sachant que, je sais pas toi Morgane, mais moi je suis un petit peu en train de perdre mes repères spatio-temporels à force de rentrer dans le noir des cinémas, de sortir en plein air. Il fait chaud, il a plu. Je ne sais plus quel jour on est, je sais à peine l'heure qu'on est. C'est une drôle d'expérience, mais on fera sûrement un bilan, je pense, à la fin du festival. Oui, et on s'excuse d'ailleurs d'avoir pas pu sortir l'épisode à temps, parce que effectivement, on l'a dit sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas au courant, mais ceux qui n'ont pas pu voir ça, on n'avait pas trop le temps hier. En fait, on a enchaîné les séances, mais du coup, aujourd'hui, on fait deux épisodes distincts, et on commence avec le jour 2, c'est Sound of Falling de Masha Schilinski. Syrah de Oliver Lacks, ouais, et Dossier 137. On termine avec Dossier 137 de Dominique Moll. Donc on commence avec le film de Masha Schilinski. Je ne sais pas si tu veux commencer. Morgane, c'était quand même un des films les plus attendus, je pense, de cette sélection, parce qu'il était précédé d'une rumeur qui, disons, augmentait le désir de le voir, puisque Sound of Falling, donc de Masha Schilinski, si j'ai bien compris Morgane, il avait été récupéré par Frémaux parce qu'il était censé aller à la Berlinale, et au final il se retrouve en compétition pour la Palme d'Or. Donc voilà, il y avait une hype autour. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas ? Mais non, mais c'est surtout que la réalisatrice, personne ne la connaît en fait. Aussi, alors, elle a aussi. fait un premier film qui a été à la Berlin, dans une sélection par elle, il y a 7 ans, je crois. Que presque personne n'a vu parce qu'il n'est pas sorti en France. En tout cas, personne ne l'a vu, peut-être en dehors de l'Allemagne, mais voilà. Mais du coup, on ne savait pas, on ne connaissait pas cette cinéaste, on ne savait pas ce qu'elle avait fait. Son style, ce qui était la particularité de ses thématiques, et voilà, en fait, le film débarque comme ça, et forcément tout le monde avait envie de le voir, il y avait cette curiosité. Côté du film, donc, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une histoire sur 4 générations, un portrait en fait de 4 générations de femmes. Oui, c'est un film choral, on peut le dire. C'est ça, mais choral dans un sens où c'est sur 4 temporalités, et des temporalités qui sont entremêlées. On passe d'une temporalité à une autre, d'un personnage à une autre, d'un point de vue aussi à un autre, parce qu'en fait le film est conduit par des voix off qui commentent ce qui se passe dans la tête des personnages, mais la particularité c'est qu'on ne sait jamais vraiment qui parle. Alors on décèle, puisqu'en fait on reconnaît les voix au bout d'un moment. En fait, le film, Morgane, force à une certaine, c'était toi qui me l'avais dit, et c'est vrai, ça force à une certaine concentration, à une certaine attention, parce que c'est tout Sound of Falling, sauf un film qui dit où on est, qui explique ce qu'on voit. C'est à nous de le déduire à partir des images composites qu'on voit, et de réassembler, de recomposer le puzzle générationnel dans notre tête. C'est exactement ça, c'est un film en puzzle en fait, et les pièces on les a, et il faut les recomposer pour donner l'image globale du film. C'est un peu ludique. Ouais, on peut dire que c'est ludique, même si le film en lui-même ne porte pas du tout à cet esprit-là. On va en parler. Mais voilà, donc le film a plusieurs voix, surtout des voix féminines. Il y a un moment où je crois il y a une voix off masculine, mais qu'en fait c'est normal, puisque c'est un personnage qui est lié à une famille, et c'est assez lourd. Et voilà, on sait jamais où on est, c'est pas où on sait jamais où on est, en fait on sait où on est parce que c'est toujours dans le domaine d'une ferme, en fait, d'un corps de ferme. Oui, c'est un corps de ferme, tout est centralisé plus ou moins autour de ce corps de ferme et d'un cours d'eau qui se situe pas loin. Voilà, c'est-à-dire qu'en termes spatiaux, on est toujours plus ou moins au même endroit. C'est plus temporellement où on finit par deviner que là en fait cette famille-là c'est les années 1910, parce qu'il y a les uniformes de la Première Guerre mondiale des Allemands. Ils parlent de nazisme, donc on est après ou avant, je sais plus, non, je crois que c'est avant le nazisme. C'est... les années 70 à peu près, parce qu'on le reconnaît au look, c'est peut-être plus simple. C'est ça, même. Et puis la séparation, il y a un moment où il y a... le cours d'eau donne entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et là il y a un smartphone, donc on devine que c'est les années 2010. Et des AirPods. Voilà, c'est ça. Mais alors, pour ce qui est du film en lui-même, bon, la forme, on va pas se mentir, ça reste plutôt joli, on va dire, en termes d'image, c'est très bien mis en lumière. C'est très beau, hein.
Mais après, je trouve que la forme, aussi ludique entre guillemets qu'elle est, je trouve qu'elle alourdit vachement le propos. Là-dessus, t'es complètement d'accord? Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi je me rappelle t'avoir dit que je trouvais que c'était un film à moitié réussi et un film à moitié raté, parce que le dispositif est plutôt original, comme on vient de le dire. J'aime beaucoup les transitions, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mélancolie, de la méditation. Enfin, il y a une très forte en fait introversion dans ce film, qui est générée par la voix off, mais par cette idée d'atemporalité, de traversement de tous les âges. Voilà, en fait, il y a un vertige, mais je trouve que ce vertige, il se rapproche un petit peu, comment dirais-je, de la nausée. Mais quand je dis de la nausée, c'est-à-dire l'impression d'avoir été dans une attraction, d'avoir trop fait les montagnes russes et de ressortir et d'avoir la tête qui tourne pendant 2-3 heures. En fait, ça donne un peu le mal de mer. Et quand je dis ça, c'est pas la caméra qui donne ça, c'est vraiment comme ça, ce chemin sinueux en fait entre chaque histoire qui au final enferme et étouffe. Et autant j'ai trouvé le projet très bien sur le papier et là plutôt bien à l'image, autant j'ai vite vu ses coutures et ses limites. C'est ça, moi j'ai un peu plus aimé que toi, je pense, parce que je le vois plus comme un film d'horreur psychologique et... Parce qu'il se passe beaucoup de drame, Morgane, dedans, il faut le dire. En fait, tout le film, c'est un film de malédiction de femmes, en fait, dans un foyer. D'ailleurs, on pourrait croire que c'est un film de maison hantée, parce qu'on a l'impression que c'est aussi la maison qui provoque ça, même si... Oui, et qui les enferme complètement. Même si pas du tout, parce qu'en soi, c'est plutôt la condition d'être une femme dans un cadre... en général aussi, mais aussi dans un cadre précis, puisque c'est la province allemande, il y a... On sent une rigueur voilà, en fait en termes culturels, ouais. voilà, et qui est surtout prégnante au début, mais on voit que le film Sound of Falling en conserve les traces encore jusqu'à la fin, même si à la fin on voit que cette famille semble en grande partie s'être émancipée comme ça de cette chape de plomb qui pesait dessus. C'est ça, mais ça n'empêche pas qu'il se passe quand même un drame, et je trouve... Voilà, je trouve quand même que d'ailleurs ce dernier drame vient un peu planter le clou sur le cercueil du film, c'est-à-dire que ok, d'accord, donc ça continue en fait, et surtout qu'il se passe pas vraiment il y a pas d'événement majeur dans le film. Surtout pour ce personnage-là à la fin, alors que les autres, il y a des traumas qui sont assez forts, mais pour ce personnage-là, je ne comprends pas. Je pense que c'est juste pour encore dire, et en fait la malédiction d'être une femme se perpétue, et en fait le film il met vraiment la femme la tête sous l'eau, et c'est un film qui se complaît à filmer en fait la souffrance un petit peu, oui. Voilà, à définir la femme comme un être qui souffre et pas grand chose d'autre, et c'est un peu difficile, je pense, pas comme et c'est ça qui m'a, si ça te va pour conclure, Morgane, dessus, qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, c'est que j'ai plus eu l'impression de voir effectivement des fonctions et des sujets souffrants que des individus dans toute leur complexité, alors que le film semble prétendre justement le contraire et essaie de leur écrire comme ça une complexité, une psychologie, mais ça tient pas, parce qu'à chaque fois elles sont ravalées par cette fameuse malédiction. En fait, on est dans un film qui oppose un conflit entre psychologie et sociologie, et finalement c'est la sociologie qui gagne, et même si ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, comme on peut dire, parce que je trouve qu'il y a une sorte de gratuité. On passe à Sirat d'Oliver Lacks. Alors là, ça va être notre plus gros débat. On va essayer de pas faire trop long. Oui, parce que pour moi, je vous le dis. Trop à en dire. Ouais, pour moi, je vous le dis texto, c'est mon film préféré de Cannes pour le moment. Pour moi, c'est celui que j'ai le moins aimé de la compétition. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Sirat? Alors, c'est le troisième long métrage de fiction d'Oliver Lacks, qui est un cinéaste espagnol. Alors, peut-être que ça se dit pas Lacks d'ailleurs. Hein. Vous pouvez peut-être c'est Laxé. Oui. Laxé. Et ça raconte l'histoire de ravers, de gens qui font des rave parties au milieu du Sahara occidental au Maroc, et d'un coup un père et son fils arrivent et cherchent en fait leur fille qui a disparu et qui apparemment faisait partie de groupes de ravers et qui aurait disparu donc dans ce cadre-là. Et ensuite s'enchaîne c'est une épopée dans le désert. C'est ça, mais arrive un groupe de militaires qui annonce en fait qu'on ne verra jamais, qui restera hors champ, une espèce de troisième guerre mondiale. Oui, c'est ça. En fait, la fête est finie, rentrez chez vous. Ouais. On fait sortir tous les étrangers de l'Union européenne, parce qu'ils le précisent, du pays, pour qu'ils retournent sur leur sol. Et mais il y a un groupe qui s'en va, dont le père qui les suit, parce qu'il a ouï dire qu'il y avait une autre fête dans le sud, à la limite de la Mauritanie,
Mauritanie, et donc là part une échappée dans le désert qui ressemble en fait à une sorte de Mad Max Fury Road. Oui, parce qu'il y a des ressources, Morgane, qui sont limitées dans le film. Alors on parle surtout de l'essence, bien évidemment, mais on sent que la nourriture est limitée, que l'eau est limitée. Enfin voilà, je veux dire, il faut faire avec les moyens du bord, et c'est aussi compliqué pour les véhicules, et ça rend la traversée du désert assez... à la fois c'est l'échappée belle et à la fois c'est fastidieux. En fait, le début du film reste reste un peu dans la continuité de la fête, c'est-à-dire ce côté un peu euphorique de on danse, et ça pendant 40-50 minutes, même si il y a des petits obstacles, mais c'est pas majeur, jusqu'à un moment qui est pivot en fait, et qui fait que le film bascule dans une sorte de descente, comme on dit quand il y a la prise de drogue notamment, parce que le film est complètement marqué par la prise de drogue. Oui, le film est sans être forcément barré. Y a quelque chose qui est assumé à ce sujet. C'est ça. Et donc le film correspond un peu à ce qu'on appelle la descente dans la prise de drogue. C'est quand en fait c'est un peu une espèce de long tunnel qui nous amène à la sortie de la prise de drogue, et qui est un peu un moment difficile. Et en fait le film à ce moment pivot devient une espèce de descente infernale vers quelque chose de beaucoup plus cauchemardesque, sans trop en dire. Mais et je pense que c'est à ce moment-là peut-être que le film est le plus clivant. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je vais dire pourquoi j'ai pas aimé. Autant je comprends que ceux qui ont beaucoup... je comprends déjà les gens qui ont énormément apprécié. Je comprends aussi, parce que je ne peux que être d'accord, qu'on y voit du Mad Max, qu'on y voit du Sorcerer, voilà, qu'on y voit quelque chose de ce genre-là, mais à la sauce 2025. Après, moi, je trouve aussi que, et je veux dire quelque chose un peu gratuit, Morgane, que le fait que le film soit aimé parce qu'il fait écho à ces films-là, c'est un peu facile. C'est que forcément, c'est des films plaisants. Donc, le film, on se dit, voilà, c'est dans le désert, ça fait penser à tout ça. C'est un bon film. Bon, je caricature. C'est pas vrai, mais non, mais tu pourras dire juste après moi. Et après, moi, ce qui m'a un peu énervé dans le film, c'est que je l'ai trouvé... gratuit et cruel, et un petit peu dégueulasse. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose qui m'a un peu débecté dans le film, c'est que sous prétexte de Troisième Guerre mondiale, et ne vais pas spoiler, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes, et surtout sur le déroulé de la fin, qui sont gratuites, qui sont un peu inutiles, et le choix du film global, qui est, disons, une espèce de nihilisme à marche forcée, parce que c'est la fin du monde, en fait, moi je goûte très peu à ça. Et le fait que ce soit fait aussi gratuitement, sans cynisme, sans rien, ça m'a pas plu du tout. Alors que moi, je trouve que c'est pas parce que il y a des références. Alors, et encore, je trouve que les références elles sont là, telles qu'elles sont, évidemment, elles existent. Mais le film n'appuie pas à dire, ah, regardez ça, c'est ça, ah, regardez ça, c'est ça. Non, c'est pas ça ce que vient en tête, mais. Je dis que les retours par rapport à ça, en fait, ça fait un peu hocher d'enfant, et j'aime pas trop. Ouais, alors que pas du tout, le film n'est pas comme ça. Mais au contraire, je trouve que le film, ce qu'il raconte, c'est une espèce de... Enfin, c'est un peu un film rave party, on va dire. C'est l'idée que... la musique est très bien au passage. En plus, la musique est incroyable. C'est l'idée qu'elle change aussi au cours du film. Au début, c'est avec un gros beat, et puis au bout d'un moment, ça devient un peu plus de l'ambiance, avec des bruits sonores, etc. Mais toujours autour de la notion de basse, de la musique avec de la basse. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais je voulais juste dire sur ce que représente le film, c'est-à-dire que c'est un film qui correspond vraiment à ce qu'est un effet de rave party, et donc comme je l'ai dit, il y a la montée, le fait qu'on s'amuse, puis après il y a la descente, et la fin, c'est la fin de la fête est finie, et forcément c'est violent, parce que bon, on a vécu un moment d'euphorie, et puis c'est fini. Et le film rend ça dans un contexte géopolitique qui est certes en fond. Il est vraiment en fond du chef-fond, hein. C'est au 4e arrière-champ là. mais c'est pas grave, parce qu'en soi, il est quand même toujours là, en fait, toujours omniprésent, et c'est ça, en fait. Il y a la radio, etc. Et puis la scène de fin, elle vient en fait remettre ça vraiment sur le devant de la scène, parce que c'est la fin du film, et je trouve ça assez fort de raccorder, en fait, deux idées différentes, et il le fait vraiment avec brio, et puis enfin, je trouve que le film est très contemporain, parce que ça raconte aussi ce que c'est que les rescapés, les réfugiés, le fait que, en fait, ça c'est certain, pour le coup c'est un des films les plus modernes, ouais, je pense qu'on a vu. Et puis dans le fait que en fait ça fait beaucoup de fêtes, parce que je vais le dire justement que on ne peut plus vraiment faire la fête, plus être libre de faire la fête, c'est ça que je veux dire.
Oui, même si pour moi ça justifie pas ce côté fête du monde et on s'en sort en prenant des drogues et en fuyant la réalité. Enfin, pour moi, en fait, j'ai du mal à voir un amour de ces personnages et ouais, ça, c'est vraiment. En fait, j'ai vraiment pas aimé le film et ça m'embête un petit peu pour des motifs purement moraux. Alors que moi je trouve qu'il aime bien ses personnages, au contraire, parce que c'est des acteurs qui ne sont pas des acteurs, c'est des vrais gens qui font de la rave, et je pense au contraire qu'il s'est impliqué là-dedans, etc. Et que ce qui leur arrive c'est terrible, mais je trouve pas qu'il se moque d'eux. Mais bon, là on sera... pas qu'il se moque, mais il y a, je sais pas, il y a une espèce de misanthropie qui m'a pas plu et qui dit pas son nom. Ok, bon, on sera irréconciliable sur le film. Je pense. Vous ferez votre propre avis. Et on va terminer sur donc Dossier 135 de Dominique Moll, qui est le nouveau film donc, de Dominique Moll, 3 ans après, je crois, La Nuit du 12, donc il revient à Cannes, mais cette fois en compétition, fort de son César du meilleur film, et il refait un film de flic. Avec Léa Drucker cette fois. Oui, avec Léa Drucker, sauf et cette fois aussi qui est différent parce qu'en fait au lieu de raconter une affaire criminelle de meurtre, il s'intéresse à la police des polices, donc l'IGPN, sur le contexte des Gilets jaunes. Donc on est en 2018, s'il me semble, après le fameuse journée-nuit du 8 décembre, vous vous souvenez, sur les Champs-Élysées en flammes. Et il revient donc sur... alors c'est inspiré de faits réels, donc c'est pas un cas précis qui existait, mais en tout cas sur les violences commises par les polices à ce moment-là, qui étaient complètement en roue libre, puisque... C'était un délire, c'est-à-dire que moi je me rappelle qu'à l'époque, il y avait certains médias qui avaient fait sérieusement leur travail, pas tous, il faut le reconnaître, qui parlaient, je cite, pour les Gilets jaunes, de mutiler comme on pouvait en voir dans les guerres. Et c'est vrai, et vraiment pour avoir des personnes qui ont été... touchés par des flashballs et autres armes de la police en vrai, c'est vraiment c'est à pleurer quoi. Enfin moi ce film je l'attendais pour ça parce que c'est un sujet qui m'a, à l'époque où ça s'est déroulé, ça m'a profondément marqué. Et le choix du film, c'est certes de se mettre du côté de la police, ce qui visiblement a fait pas mal jaser, j'ai cru voir. Alors il faut être précis sur les termes par rapport à ça, Morgan. Le film, quand on dit du côté de la police, c'est qu'il est filmé depuis la police, du point de vue de la police, mais pas avec la police. Et en vrai, les personnes qui sont filmées, donc Léa Drucker qui joue le rôle, on va dire, d'une chef, mais pas celle au plus haut grade au sein de l'IGPN, en vrai, ce sont plus des fonctionnaires que stricto sensu des policiers, et notamment des policiers de terrain. Ce sont des gens en fait qui passent leur temps à enquêter et à taper des comptes rendus sur un ordinateur. C'est assez ingrat comme travail. D'ailleurs, on leur cesse de leur rappeler, c'est que dans leur métier, ils sont confrontés à d'autres policiers qui font partie d'autres brigades. Et qui les méprisent. Et qui les méprisent complètement, qui disent que qui sont des traîtres, notamment les syndicats de police. Le film, en fait, on sent que c'est un film très documenté, et ça, c'est effectivement la force du film. D'ailleurs, c'est un film dossier, donc quand tu fais un dossier, il faut que ce soit étayé. Et là, on sent que Dominique Moll a bien bossé. Et pour le coup, je trouve qu'il se tient mieux que La Nuit 12, puisque il va vraiment... Il n'y a aucun moment où le film tente une espèce de réflexion sur l'errance, enfin, où il y a une espèce de lâcher prise, parce que dans La Nuit 12, on se souvient que le film, l'enquête tâtonne. Alors que là, on est vraiment... Alors, l'enquête aussi tâtonne dans le dossier 137, mais on reste vraiment du point de vue de l'enquête. Et je trouve que... Et de la recherche de... c'est une enquête très administrative, oui, c'est ça. C'est un film plus administratif que La Nuit 12, mais on est vraiment... Parce qu'il y a moins d'enquête terrain, alors s'il y en a un petit peu, mais... un petit peu parce que le cinéma l'oblige. C'est ça, on peut pas rester dans les bureaux. Voilà. Mais c'est pas le cœur du film, c'est-à-dire que le film, finalement, je trouve, Morgane, que l'enquête se déroule de manière très moderne, c'est très numérique, très ordinateur, très... téléphone portable, et c'est logique aussi parce que, enfin voilà, je veux dire, on n'enquête plus aujourd'hui comme on le faisait auparavant. C'est ça, ça montre en fait l'évolution effectivement de l'enquête, notamment passer par les caméras de surveillance, les téléphones. D'ailleurs, le film utilise un mélange d'images tournées, reconstituées dans la journée-nuit du 8 décembre 2018, et aussi des vraies images qui ont été tournées à l'époque. Et d'ailleurs, on voit une différence de grand, certes, parce que les téléphones ont évolué depuis 7 ans sans qu'ils ont voulu refaire comme, mais c'est qu'on voit. Mais c'est quand même bien foutu la manière dont ils transitionnent d'une image à l'autre. C'est vrai, Morgane, parce que ça introduit en fait... dans ce film Dossier 137, une sorte de confusion, parce qu'on ne sait plus si on voit des images réelles ou pas. Tout se mélange dans nos têtes et
Enfin, je veux dire quelque chose de facile, mais c'est aussi, je trouve, un tour de force cinématographique comme ça, de nous faire croire au réel, tout en n'étant pas du réel, et d'introduire comme ça ce flou artistique. C'est vraiment bienvenu et c'est une chouette idée. Ouais, c'est ce que j'ai préféré dans le film, c'est tout le côté un peu enquête, justement, à la blow-up, aller chercher les images, gratter dans les images. Hélas, le film, il y a quand même une grosse partie sur la vie perso de Léa Drucker que je trouve un peu factice, qu'il essaye de nous créer un personnage qui a une empathie avec d'autres personnages. Tout ça pour servir la scène finale, effectivement, de l'empathie. C'est un peu facile. Après, moi, j'ai bien aimé le cadre parce que, c'est on va dire un cadre familial qu'on voit pas forcément énormément dans le cinéma français. Ça sort un peu de Paris et c'est très bien. Ouais, je suis d'accord, mais certes, ça sort de ce qu'on voit d'habitude, mais je trouve quand même que tout fait un peu factice, un peu ajout du scénario pour créer de l'empathie, etc. Ça m'a un peu mis de côté, surtout la scène de fin, sans trop dévoiler. Je trouve que le dispositif est un peu curieux, parce que on sait qu'il a eu des témoignages et de vraies personnes mutilées. Et moi, on s'est posé la question, toi et moi, de pourquoi il ne montrait pas... ou alors, peut-être on n'a pas compris, mais il me semble qu'à la fin, c'est bien un acteur qui joue un mutilé et pas quelqu'un qui l'a été. C'est ça, et le fait qu'il passe par ça, je trouve ça très curieux en fait, et l'impression de ne pas être allé au bout de son idée, et un aveu d'échec, je ne sais pas. Mais du coup, le film, je suis beaucoup plus mitigé que toi. Je trouve pas ça désagréable, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais non, ça reste un bon film. Oui, c'est un bon film du samedi soir pour moi, tu vois. Mais voilà. Alors, il y a encore un film qui parle de bureaucratie. Et de l'individu impuissant devant la machinerie bureaucratique qui ne saurait exister sans ses turiféraires. Mais ça, on y reviendra également avec d'autres films. Et on a fini du coup avec ce deuxième épisode d'Arrêt Caméra sur la Croisette. On vous dit prochainement, à bientôt pour un troisième épisode. Bonne journée.